Salam alaikum, Azul, bonsoir. La Tunisie vit des moments très difficiles, peut-être cruciaux, peut-être même décisifs. Une situation qui était arrivée à saturation, d'autres diraient à maturation. En tout cas, en fin de gestation pour donner le jour à des lendemains, pour le moins incertains. La pandémie avait déjà commencé le travail en suscitant au sein de la société tunisienne un sentiment de détresse de plus en plus prégnant. Et il n'en fallait pas plus pour que ce travail jusque-là subliminal, commence à produire un processus qui ne pouvait déboucher que sur des issues extrêmes et qui n'est pas appréhendé de la même manière par tous les Tunisiens, que l'on soit d'une sensibilité politique ou d'une autre. Les uns, qui sont pourtant de mouvances différentes, parfois divergentes, disent haut et clair que c'est un coup d'État, une opération politique abortive, brutale et anticonstitutionnelle, qui laissera des séquelles indélébiles dans l'histoire de la jeune République tunisienne. Les autres considèrent que c'était là une issue inévitable pour corriger les effets pervers d'une constitution trop vague en certaines de ses dispositions et qui laissait la voie libre à la dérive. En tout état de cause, la seule décision reviendra au peuple tunisien et à ceux qu'il croit le meilleur pour son pays. L'idéal serait d'organiser un dispositif, même en ces temps d'urgence sanitaire, un dispositif légal qui puisse permettre à ce peuple d'exercer sa souveraineté pleine et entière. Que se passe-t-il en Tunisie? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour moi, pour en parler ici sur le plateau, Brahim Younsi, observateur politique, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être là avec nous. Merci de m'inviter. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir. Et nous aurons des acteurs et des observateurs tunisiens avec nous durant toute l'émission pour essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là, quelles sont les causes profondes de cette issue que beaucoup estiment comme étant extrême, voire anticonstitutionnelle. Certains n'hésitent pas à qualifier ce qui vient de se passer de coup d'État. Et pour commencer, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Monsef Marzouki, ancien président de la République tunisienne, président d'honneur de Hizb al-Harak. Monsef Marzouki, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Merci. Alors, Monsef Marzouki, que se passe-t-il en Tunisie? Vous connaissez l'expression française « vider le bébé avec l'eau du bain ». C'est exactement ce qui est en train de se passer. L'eau du bain, c'est-à-dire l'eau du bain sale, c'est essentiellement la corruption, c'est le comportement absolument abject du Parlement, qui était un Parlement de la honte.
Ça, c'est l'OSAL. Puis ensuite, le mode de fonctionnement d'un parti qui a fédéré contre lui pratiquement tout le pays, à savoir le parti Ennahda. Donc voilà, on vide l'OSAL. Mais on vide avec le bébé. Et le bébé, c'est quoi? Le bébé, c'est la révolution. Le bébé, c'est la constitution. Le bébé, c'est la démocratie. Donc, on profite de l'occasion de se débarrasser de l'OSAL, sauf qu'on ne se débarrasse pas que de l'OSAL. On se débarrasse et de l'OSAL et on se débarrasse du bébé. Donc, et les gens, malheureusement... Est-ce que nous pourrions dire, Mansour Marzouki, avant de rentrer dans certains détails, dans certaines lectures, qui resteront de toutes les façons subjectives et relatives, est-ce que nous pouvons dire c'est un coup d'État, comme ça? Absolument. Absolument, c'est de la façon la plus nette. Je dirais même que c'est un coup d'État avec, comment dire, une déclaration naïve qui m'a beaucoup surpris du président. Parce qu'un dictateur, c'est quoi? Un dictateur, c'est quelqu'un qui s'approprie à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais très généralement, il ne dit pas que je m'approprie le pouvoir judiciaire. Dans toutes les dictatures, on fait semblant de croire que, oui, la justice, l'indépendance, le droit, etc. Mais cet homme je dirais, moi, sa langue a fourchu, ou il s'est oublié. Il a tout simplement dit, de la façon la plus claire et la plus nette, je suis le juge suprême. C'est-à-dire que je suis celui qui va juger, qui va vous juger tous. C'est moi la justice. Donc, je suis le pouvoir exécutif, le chef des armées, je nomme le Premier ministre alors qu'il n'y a pas droit d'après la Constitution, et je suis la justice. Ça s'est jamais dit. Jamais. On n'avait jamais vu ça sous aucune dictature. Est-ce qu'il ne s'est pas engouffré... C'est pleinement assumé. Le rôle du dictateur est pleinement assumé. Est-ce qu'il ne s'est pas engouffré quelque part dans des vides constitutionnels par trop outranciers, dans des divagations, dans des contradictions même, quand vous voyez l'article 77 de la Constitution qui vous renvoie par exemple à l'article 80 censé définir les limites dans lesquelles le président peut dissoudre le Parlement. L'article 80 en question précise et stipule que le président ne peut pas dissoudre la dite Assemblée puisqu'il dit durant toute cette période, ça veut dire la période où le président aurait pris ces mesures extrêmes, l'Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être ni dissoute, ni même ses activités gelées. C'est évident. Un étudiant de première année de droit, lisant l'article 80, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, il n'intéresse peut-être pas tellement vos auditeurs, mais tout ce que je peux leur dire est ceci. J'ai été frappé par le fait que vous avez dit, oui, c'est une constitution un peu floue, un peu, etc. Je peux vous dire une seule chose. À propos de cette constitution, je la connais par cœur puisque, d'abord c'est moi qui l'ai promulguée, il ne faut pas oublier ça. Ensuite, je suis à l'origine de l'idée fondamentale de cette constitution qui est la séparation des pouvoirs de telle façon qu'on ne puisse pas avoir un dictateur. Au moment où nous avons écrit cette constitution, Ennahda, qui était le parti dominant, voulait un régime parlementaire pur, c'est-à-dire où le président de la République n'aurait aucun pouvoir et le pouvoir serait celui du Premier ministre comme en Grande-Bretagne. Je leur ai dit, oui, mais d'accord, mais en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne a 4 siècles de tradition démocratique. Vous avez oublié que Hitler n'était pas président de la République et que Orban actuellement, à l'époque déjà il était là, qu'Orban c'est un Premier ministre, mais c'est un dictateur. Donc le fait de dire qu'un régime parlementaire ne protège pas, surtout dans nos pays où la propension à l'autoritarisme est quasiment, je ne dirais pas génétique, mais en tout cas culturellement profonde, j'ai dit, niet, il est hors de question de mettre tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme, qui soit le président de la République ou qui soit le Premier ministre. Et c'est moi qui étais à l'idée de dire, faisons en sorte, protégeons notre jeunesse et protégeons les générations futures contre l'arrivée d'un dictateur. Pour cela, il faut que partager les pouvoirs, mais de telle façon que l'État puisse continuer à fonctionner. Et c'est comme ça que le président de la République a des pouvoirs énormes en matière de politique étrangère, c'est lui le chef des armées, etc. C'est le père du peuple, entre guillemets, c'est celui qui rassemble, alors que le gouvernement, lui, gère les affaires économiques et sociales. Et ça a très bien marché. Je veux dire que c'était une formule extraordinaire pour justement protéger fondamentalement le peuple contre le retour de la dictature. Mais c'est une constitution qui n'est pas parfaite, c'est évident.
Monsieur Marzouki, est-ce qu'en voulant limiter les pouvoirs du président de la République, cette constitution n'en a pas fait, par excès, j'allais dire, une sorte d'institution de façade, non seulement avec un manque criant de vraies prérogatives, mais en plus un équilibrage par d'autres institutions de ces pouvoirs ou de ces pouvoirs supposés? Attendez, nous venions d'une constitution qui a été faite en 1957, qui était une constitution organisée autour du pouvoir d'un seul homme. Cet homme disposait de tous les ressorts, c'était lui le pouvoir absolu. Et c'est cette constitution-là qui nous a menés à la révolution. Je veux dire que, qu'est-ce que c'est que le pouvoir personnel? C'est un homme malade, c'est sa famille, c'est l'absence de droit, c'est l'absence de règles, etc. C'est ça le pouvoir absolu. Et ce pouvoir absolu était une catastrophe. Donc ce que nous voulions, c'était mettre notre pays, notre génération, les futures générations à l'abri de tels individus, des individus dangereux. Malheureusement, nous sommes une culture qui a une proportion à produire ce genre d'individus. Donc, pour pouvoir, encore une fois, le temps de faire maturer les sociétés, il fallait un pouvoir qui soit contrôlé. Et c'est mon idée fondamentale, et j'y tiens toujours. La constitution tunisienne est une des meilleures constitutions du monde en matière de prévention de la dictature. C'est pour ça qu'ils veulent l'enlever. Pourquoi est-ce que Saïd en veut à cette constitution? Parce que justement, elle l'empêche de devenir un dictateur. Il va l'enlever, ne vous inquiétez pas, il va tout faire pour l'enlever. Mais, je vous en prie. Monsieur Marzouki, quel est l'état d'esprit du peuple tunisien? Comment vit-il ces derniers événements? Comment, de toutes les façons, a-t-il vécu toutes ces dernières années depuis la Révolution qui ont été pour lui, à de nombreuses occasions, le moment de se poser des questions. Et je connais même des Tunisiens qui en sont arrivés à nous dire Wallahi, waqt Ben Ali khair. Après tout, ce qui est en train de se passer en Tunisie, nous regrettons la période Ben Ali. Je vous le dis comme je le pense parce que j'en ai parlé à des Tunisiens en Tunisie même. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit du Tunisien? Les gens qui vous disent ça, ils étaient effectivement bien, eux, sous Ben Ali. Eux, ils étaient bien sous Ben Ali. Mais le peuple de l'intérieur, les classes dominées, les gens qui remplissaient les prisons, eux n'étaient pas bien sous Ben Ali. Ensuite, eux, probablement, ils ont participé à bouffer quelques miettes du butin. Mais moi, je sais que Ben Ali a volé 22 milliards de dollars à la Tunisie, c'est-à-dire quasiment le budget d'une année d'un pays. Tout cet argent a été volé au peuple tunisien, il a été dilapidé. Par conséquent, oui, c'était bien pour vous. C'était pas bien pour moi qui étais un exilé politique, c'était pas bien pour les milliers de gens qui étaient dans les prisons, c'était pas bien pour les centaines et les millions de Tunisiens qui étaient dans la misère et qui se sont révoltés à cause de ça. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, les gens continuent à accepter cette fable, à savoir que c'est la révolution qui est responsable de leur misère actuelle. La révolution a gouverné la Tunisie entre 2011 et 2014. 2014, c'est la contre-révolution qui est venue au pouvoir. Béji Caïd Sebsi n'est pas le chef de la révolution. Béji Caïd Sebsi était le chef de la contre-révolution. Et depuis ce temps-là, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, c'est la contre-révolution qui est en train... la contre-révolution a empêché la révolution de se développer. La révolution a amené les libertés, mais elle voulait aussi le développement social et économique. Mais quand ces gens-là sont arrivés, ils ont essayé de liquider les libertés et ils sont revenus à leurs pratiques anciennes de chapartage, de corruption, etc. Et le drame, c'est qu'Ennahda a accepté, pour pouvoir survivre, de s'intégrer dans ce système, ce qui fait que les gens continuent à s'imaginer que parce que Ennahda est là-dedans, c'est la révolution, alors que Ennahda a lâché la révolution en 2014, quand Rachid Ghannouchi a appelé de sa propre bouche à voter pour Béji Caïd Sebsi contre moi, qui était le représentant ou le défendeur de la révolution. Donc ce n'est pas la révolution qui est à l'origine de leur misère, c'est la contre-révolution. Et cette contre-révolution, elle continue. Non seulement elle leur a rien apporté sur le plan social et économique, mais aujourd'hui, avec Kais Saïd, elle va leur retirer les libertés que la révolution leur donnait. Ce qui fait que ce pauvre peuple tunisien va se retrouver encore une fois sans liberté et sans développement social et économique. Et on leur a fait croire que c'est la révolution qui a été à l'origine de ces malheurs. Non, la révolution, elle a libéré, elle a donné une très bonne constitution, elle a mis en place un certain nombre de processus, mais elle a échoué parce que la contre-révolution était très forte
Et ensuite, il y avait il ne faut pas oublier ici le rôle du facteur étranger. N'oubliez pas que la contre-révolution a été conduite de main de maître par des puissances régionales et dans l'Algérie, dans le système algérien, et là je peux le dire sans la moindre hésitation. Donc il y avait une volonté de faire disparaître cette révolution, et maintenant le processus est terminé. Ils ont éliminé la révolution au Yémen par la guerre civile, en Syrie par la guerre civile, en Égypte par le coup d'État militaire, en Libye par la guerre, et en Tunisie, progressivement, ça a été chapeauté. Aujourd'hui, maintenant, ils ont liquidé la révolution. Donc, ce n'est pas encore une fois la révolution qui est responsable, c'est la contre-révolution. Et ça, les Tunisiens doivent l'accepter. Ils sont victimes d'une intoxication, d'une histoire falsifiée qu'ils ont fini par intégrer en croyant non, c'est la faute de la révolution. Non, ce n'est pas la faute de la révolution. Alors, et vous nous dites que dans ce pacte de la contre-révolution, dans ce pacte de la subversion, il y aurait donc aussi, et peut-être même surtout, des forces étrangères? Absolument, absolument. Moi, si vous voulez, l'erreur que nous avons commise, c'est qu'à un moment donné, en Tunisie, on a cru que bon, la révolution a surpris tout le monde, y compris moi qui étais en exil politique à l'époque en France. Le peuple s'est soulevé et il a abattu la dictature. Et bon, on a cru que c'était un phénomène local. Puis ensuite, on a été tout à fait dépassé. On a vu la Libye se soulever, on a vu l'Égypte se soulever, on a vu la Syrie se soulever. Ça nous a complètement abasourdis. Donc on ne savait pas que nous avions un tel effet. Et puis ensuite, on a très très bien senti que nos frères algériens à l'ouest commençaient à s'inquiéter et un peu pas très très contents. On a vu que les Marocains aussi commençaient à s'agiter. Donc on était très très embêtés. On ne savait pas que nous allions avoir cet impact. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la machine contre-révolutionnaire, elle a commencé à fonctionner, donc essentiellement l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, probablement sous injonction et avec l'accord d'Israël qui ne pouvait jamais accepter une Égypte indépendante, qui remettrait en cause les accords de Camp David, etc. Donc la machine a commencé à travailler et elle a détruit la révolution progressivement, comme je vous l'ai dit, petit à petit. Et aujourd'hui, en Tunisie, on est en train de liquider les derniers vestiges, à savoir la Constitution, qu'on va diaboliser. Vous-même, vous êtes convaincu, puisque vous avez dit que vous êtes inscrit dans cette propagande du régime, à savoir que oui, tout le mal vient de la Constitution. La Constitution, c'est la dernière chose qui a été faite par le peuple tunisien pour se prémunir du retour de la dictature. Donc il est normal que la dictature, revenue au pouvoir, elle veut se débarrasser de cette Constitution, et malheureusement, elle est arrivée à faire tout ça. La façon dont elle raconte l'histoire, eh bien, ça a été repris par le peuple tunisien. Les Tunisiens sont convaincus que leur malheur vient de la Constitution. C'est ça qui est dramatique. Monsef Marzouki, merci beaucoup pour cet éclairage. Pour ce qui est de ma propre position sur la Constitution, je me posais la question de savoir si certaines dispositions, par un peu leur côté passe-partout, parfois contradictoire, n'étaient pas une source de ces déséquilibres. En tout cas, merci beaucoup, Monsef Marzouki. Un dernier mot, peut-être? Oui, le dernier mot, c'est qu'ils ne passeront pas. C'est-à-dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les Tunisiens n'abandonneront pas leur combat pour la liberté, et tous les peuples arabes n'abandonneront pas pour les peuples de la liberté. Nous avons droit et au développement et à la liberté. Personne n'a le droit de nous dire non, vous vous développez, mais pas de liberté. Nous avons droit aux deux, comme les peuples européens et les peuples occidentaux. Donc nous aurons le développement et la liberté. Et je compte sur les générations futures pour continuer le combat que ma génération à moi. Vous savez, la génération de nos pères se sont battus contre le colonialisme. Ma génération à moi s'est battue contre le despotisme, contre la dictature. Et j'espère bien que la génération à venir, partout dans le Maghreb, partout dans le monde arabe, elle continuera ce travail pour que nous ayons enfin un peuple de citoyens et des régimes, des États qui sont des États constitutionnels et des États de droit. Brahim Younsi, un commentaire peut-être sur ce que nous dit Monsieur le Président Marzouki? Oui, il y a beaucoup de vérité dans ce que dit Monsef Marzouki, notamment que c'est la contre-révolution qui agit en Tunisie. D'abord, Brahim Younsi, est-ce que c'est un coup d'État? Oui, indéniablement. Indéniablement. Et là-dessus, je rejoins Monsef Marzouki. Je le rejoins. C'est un coup d'État, indéniablement. Le président de la République tunisienne, bien que je ne sois pas constitutionnaliste, à la lecture de cette constitution
Et quand on regarde les articles 77 qui donnent le droit au président de la République de dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple, et l'article 80 qui lui donne le droit de dissoudre cette Assemblée dans certains cas. Peut-être dans un seul, j'ai oui, mais ça c'est l'article 99. C'est ce qu'il dit, voilà. Dans certains cas. Voilà. Alors qu'en réalité, il ne lui donne la possibilité que pour un seul cas. Qui est celui... C'est dans l'article 99, pas dans l'article 80. Oui. Dans l'article 80, vous l'avez dit, vous l'avez lu, au contraire. Il n'y a pas de dissolution possible. Voilà. Si le président de la République est vraisemblablement, c'est dans ce cas-là qu'il le fait, qu'il intervient. S'il est amené à prendre certaines décisions, etc. Pas de dissoudre l'Assemblée. Lui, il n'a pas dit qu'il dissolvait l'Assemblée. Il a dit qu'il l'a gelé. Or, la Constitution tunisienne, à ma connaissance, ne prévoit pas le gel. Et on ne gèle pas les travaux d'une Assemblée nationale ou d'une Assemblée. Il a gelé et il a levé l'immunité parlementaire. Oui, bon. Est-ce qu'il a le droit? Il n'en a pas le droit. La Constitution ne lui donne pas. C'est en cela... Normalement, la levée de l'immunité ne peut être décidée que par la justice. D'une part, ou... Par les pairs d'abord. Voilà. Par les pairs qui permettent à la justice de s'emparer du dossier et à la justice de trancher. Voilà. Mais la justice, elle fait son travail. C'est-à-dire que si un représentant du peuple, un député, partout, a commis un délit ou un crime a fortiori, ces pairs, comme vous dites, c'est les députés lèvent son immunité parlementaire. Est-ce qu'on connaît un cas de levée de l'immunité massive pour tous les parlementaires? Moi, je n'en ai jamais entendu parler. Ça arrive dans les pays démocratiques. Ouais. Ah, c'est possible bien de sûr. lever l'immunité parlementaire de tous les députés non, en exercice? Non, de tous les députés, non. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Député, mais en l'occurrence, il a levé l'immunité de tous les députés. Non. Non. À ma connaissance, il n'y en a pas. On ne connaît pas de cas. Non, c'est un coup d'État, à l'évidence. C'est un coup d'État. On a l'impression, en tout cas c'est la mienne, qu'il y aurait en Tunisie comme ailleurs une classe extra-constitutionnelle qui a pris l'autorité et qui a pris le pouvoir de faire et de défaire. En se servant des insuffisances, non déplaise au président Marzouki, aux insuffisances de cette Constitution. Puisqu'ils s'en réclament. Oui, ils disent « je l'ai fait conformément à la Constitution ». En tout cas, dans le flou, effectivement, la Constitution tunisienne, à mon sens, mais Monsef Marzouki dit qu'il l'a faite, ou qu'il a participé à la faire. Mais là, il parle surtout peut-être de l'idéal qui était recherché, pas des points de... En tout cas, cette Constitution a essayé de donner un certain équilibre. Par exemple, si le chef de l'État, le président de la République, dans l'article 99, venait à récuser le gouvernement, si la Chambre des représentants du peuple, comme il l'appelle, redonnait sa confiance, ou donnait sa confiance au gouvernement, et si le président revient sur sa décision, quand je dis revient, c'est-à-dire il décide de ne pas reconnaître, de ne pas siéger avec le gouvernement, de travailler avec ce gouvernement qui aurait été validé par le Parlement. Donc, si le Parlement, comme vous dites, réitère sa confiance au gouvernement, c'est le président de la République qui doit partir parce qu'il est désavoué. On a vraiment voulu réduire ses pouvoirs. Monsef Marzouki a du mérite, lui qui était président à ce moment, et qui est allé dans ce sens de vouloir réduire... Ce type de clause, il faut le dire, que ce type de clause a existé chez nous. La Constitution de 1963 prévoyait ce type de choses. Si le président de la République, à l'époque, dans la Constitution 103, venait à dissoudre l'Assemblée nationale pour une raison ou une autre, l'Assemblée peut, elle, demander le départ également du président de la République. Et qui arbitrerait dans ce genre de situation? Non, c'est le droit, c'est la Constitution. Alors, nous allons recevoir Saïd Jendoubi, journaliste qui est avec nous depuis la Tunisie. Saïd Jendoubi, merci d'avoir accepté notre invitation. M'avoir invité, je salue vos téléspectateurs ainsi que les invités, particulièrement Dr Monsef Marzouki, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu.
un vrai démocrate avec qui j'ai travaillé. Je le salue. Un petit pincement de cœur parce que vous avez commencé l'émission avec un chant du début de la révolution de 2011. Oui. Même les images, je tiens à le préciser, les images des populations sont celles du début de la révolution. Oui, on est à des années-lumière maintenant, pourtant ce n'est que 10 ans de cette atmosphère de la révolution de 2011. Est-ce que, avant de commencer à parler du sujet qui nous intéresse, est-ce que le peuple tunisien, il y a un souci dans le son, hein, il y a un retour, je crois. Est-ce que quel est l'état d'esprit aujourd'hui du peuple tunisien? Comment ressent-il ces événements? Est-il réellement dans cette détresse dont tout le monde en parle? Alors, nous allons revenir vers vous. Il y a un problème de son et un retour. Je vous laisse entre les mains de la régie. Nous recevons Messoud Ramdani, membre du bureau exécutif des réseaux Euromed. Ah non, pardon. محمد الأسعد يعقوبي observateur politique. مسعود الأسعد مرحبا بك تشاركنا اليوم. مرحبا بك اللي قبلت الضيافة تاعنا. اهلا وسهلا مرحبا. محمد الأسعد عبيد، الأمين العام للمنظمة التونسية للشؤون. متشرفين بك. أنا أشكر أولا الدكتور مرزوقي أستاذي، وهذا الرجل الذي حافظ على مبادئه وحافظ على قيم الإنسانية اللي تشبع بها لما كان طبعا يناضل، وكنا نناضل أيضا جنبا إلى جنب معا في ديكتاتورية بن علي. أنا أحييه الآن من هذا المنبر المغاربي. ثم أضيف الوضع الآن في تونس، أو سؤالك هو يتمحور حول ماذا؟ حول الفصل 80 أو حول ماذا؟ أريد أن أتدخل. احنا ماذا بنا تتكلم لنا، يعني اذا ممكن دابور كيف راك تشوف انت في الامور، وما هي يعني الحاله اللي تم هناك، وش حاله الشعب التونسي كيف راهو يشعر في وقت كما هذا يعني؟ والله الشعب التونسي يعرفه الجميع، معناها الشعب التونسي الذي شاهده العالم وهو يشارك في ملحمة من جردان مثلا العدوانية على تونس، فكان الأمن والجيش في مواجهة مع الإرهابيين، وكان الشعب التونسي يشاهد هذه المواجهة مباشرة. لم تحصل في العالم بأسره، معناها أن تكون مواجهة ما بين الجيش والإرهاب والأمن والإرهاب والإرهابيين، والشعب التونسي يشارك مباشرة في هذه الملحمة. إذا الشعب التونسي هو غير شعوب العالم، هو شعب مثقف، شعب واعي، شعب له تاريخ، شعب له امتداد في مقاومة الاستبداد والظلم والقهر إلى غير ذلك. لن نقف عند ما حدث بالأمس يوم 25 جويلية في تونس، وما قام به السيد الرئيس قيس سعيد من خطأ جسيم، خطأ كبير جدا في قراءة وتأويل الدستور التونسي، في ظل غياب طبعا المؤسسة الوحيدة التي تؤول الدستور لكل التونسيين، وهي المحكمة الدستورية، والجميع تباطأ في إنشاء وتركيز هذه المحكمة. من المفروض كان من 2015 تكون موجودة المحكمة الدستورية. لماذا تغافل الجميع بالرغم أهميتها ووجودها وتنصيص عليها كحكم في ضمن الخلافات التي تحصل ما بين مؤسسات الدولة؟ سامحني محمد الأسعد عبيد، الرئيس سعيد يتكلم عن، يقول أنا ما حليتش هذا البرلمان ولكن جمدت أشغال نتاعو، ولكن احنا حوسنا في الدستور ما كانش يعني بند اللي يخلي يسمح له باش يجمد. نعم في الفصل 80 هو متناقض تماما مع ما قام به الرئيس. هو أولا قال الفصل 80 يستوجب أن تكون هنالك قوة قاهرة، عدوان، يكون ثم حالة استثنائية معناها خارقة، ماهيش حالة استثنائية عادية نتاع أن يخرج بعض الشباب يتظاهر ثم يحرق بعض المقرات أو ينهب بعض المغازات.
تكون هذا الحالة الاستثنائية. ليست هذه الحالة الاستثنائية. الحالة الاستثنائية كانت مثلا لما وقع الهجوم على بن قردان من طرف الإرهابيين، فهي حالة استثنائية، هجوم خارج. ولكن الحالات الاستثنائية هذه مش مدقة في الدستور، موضوعيا كل واحد يقراها كما يحب. يقدر هو يقول لك أنا بالنسبة لي هذه حالة استثنائية، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هو أنه في الارتيكل 80 هذا في يقولوا باللي البرلمان لازم يبقى الاشغال تاعو مفتوحه باستمرار. دونك ما ينجمش يجمد. هو كما قلنا من قام بتصميم هذا الانقلاب واركان هذا الانقلاب هو اخطا عده اخطاء. الخطا الاول هو انه لا يوجد حدث استثنائي خارق. هذا نختلف فيه انا وانت او في بعض مع التونسيين او مع من يقرا القانون. الاستاذ المختص في القانون الدستوري عياض بن عاشور، الاستاذ عياض بن عاشور اليوم يقول معناها لا توجد حاله استثنائيه، وهو من طرف كان من الناس الذين دونوا هذا الدستور. الدكتور مرزوقي كان رئيس الدولة آنذاك وأيضا له تأويله وله قراءته، يقول لا يوجد حدث استثنائي. هذا أولا. نترك الحدث الاستثنائي على جانب. الفصل 80 يقول لا بد من ماذا؟ ترك البرلمان في حالة انعقاد دائم، أي لا يتوقف عن الانعقاد، يبقى مفتوح البرلمان، والبرلمان لأنه في ذلك الوقت هو سيتخذ جملة من القرارات والمراسيم إلى غير ذلك التي ستخول للدولة أنها تتقدم وتكون الدولة موجودة. عندما أنت تغلق المؤسسة التشريعية اليوم أو تجمدها، فما معنى ذلك؟ أنت وقفت الدولة، أنت جعلت الدولة اليوم هي واقفة، لا يوجد لديها شغل الدولة. وفي العالم بأسره مش ممكن أن يخلي دولة أنا واقفة عن الشغل بتاعها. اليوم الدولة التونسية واقفة، وأنا أعطيك دليل على معنى واقفة. ليلة الأمس لما أصدر رئيس الشرطة الحدودية في مطار تونس كرتاج ويقول أنا لا توجد لدي أي تعليمات، ماذا سأفعل؟ هل أغلق المطار؟ هل أوقف الرحلات؟ هل عندي ناس نوقفهم قبل خروجهم؟ إذا الرجل معناه نطق تكلم. إذا الدولة واقفة اليوم، استمرارية الدولة واقفة. لما أنت يقع شل البرلمان طبعا ستتوقف الدولة. إذا لا توجد كلمة تجميد في الدستور إطلاقا. شكرا محمد الأسعد عبيد، نشكرك لجاوبة الإضافة معنا. نرجع لسعيد جندوبي إذا المكالمة تحسنت. سعيد جندوبي. Allô, Saïd Jendoubi avec Mana? Oui, je suis avec vous. Ah bah c'est très bien, le problème a été réglé, il n'y a plus de retour. Oui, il n'y a plus de retour, j'ai mis des écouteurs. Je vous laisse poursuivre, mais j'aurais une question pour vous d'abord. Est-ce que vous avez déjà entendu dans l'histoire de la politique une telle mesure de levée générale de l'immunité pour tous les parlementaires de façon unilatérale par le chef de l'exécutif? Pas à ma connaissance, mais bon, la question de l'immunité fait partie, c'est pas la première fois qu'on l'évoque en Tunisie. Ça fait des mois maintenant qu'on baigne dans une atmosphère de discours populiste. Et parmi les éléments de discours populiste, les privilèges que s'accorde la classe politique et notamment les parlementaires. Alors les privilèges, c'est les salaires, etc. Plus cette question d'immunité avec des accusations de malversation pour certains. Mais bon, il n'y a pas eu de dossier devant la justice jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu de levée d'immunité. Et à ma connaissance, c'est la justice qui lève... C'est une décision de justice. Mais pour revenir à l'atmosphère qui règne en Tunisie, actuellement, c'est une drôle d'atmosphère dans la mesure où tout s'est déroulé
dans un climat, vous êtes au courant de la vague sans précédent du Covid, avec des chiffres très en hausse. On parle même de chiffres le plus élevés en termes de victimes au monde par rapport au nombre d'habitants. Oui. C'est des proportions très inquiétantes et la population tunisienne en général, elle vit depuis des mois maintenant au rythme des vagues successives du Covid-19, de la Covid-19, et avec un allègement, puis un renforcement, puis un allègement du confinement, ce qui met les gens dans une situation de stress incroyable. C'est-à-dire les gens ne sortent pas, maintenant c'est l'été en plus. C'est-à-dire on vit tous plus ou moins en résidence surveillée. Donc c'est pour vous décrire l'atmosphère dans laquelle s'est déroulé ce coup d'État. Autre chose, depuis plusieurs semaines, il y a une sorte on sent que ça chauffe tout doucement, mais en allant crescendo, ça monte de plus en plus, une préparation. La date du 25 juillet a été annoncée depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que ça sera le jour où on va chasser la coalition au pouvoir, et principalement le mouvement Ennahda. Donc ça aussi, c'était dans l'air du temps. Mais il semble qu'il y ait des manifestations populaires pour ou contre cette initiative de Saïd. D'une façon générale, quelle est l'attitude de la population? Est-ce qu'ils sont dans l'hésitation, dans l'inquiétude, ou est-ce qu'ils approuvent, ou est-ce qu'ils sont contre résolument? Alors, les gens, les avis sont vraiment partagés. Hier, moi-même, j'étais surpris, je n'étais pas connecté sur Internet, donc je suis assoupli parce que ça s'est passé la nuit, après 10 heures, et j'étais réveillé par les klaxons de voitures, parce qu'il y a le couvre-feu ici, donc il n'y a pas de circulation. Donc il y a eu des gens qui sont sortis, klaxonner avec les voitures, ils sont sortis aussi dans les rues. Il y avait des scènes de joie. Alors certains disaient qu'ils rappelaient un peu les scènes de sortie la veille du 14 juillet, la nuit du 13 au 14, janvier, pardon, 2011. Du moins, ça rappelle un peu dans son style, dans les klaxons, dans les slogans. Mais pour vous dire que cette situation n'est pas arrivée par hasard, hein, c'est-à-dire on sentait, moi-même j'ai écrit pas mal d'articles en annonçant qu'on est aux confins, où on arrive à la fin de ce qu'on appelle la phase transitoire, une phase transitoire qui a duré 10 ans, et que Dr Mansour Marzouki a précisé que depuis 2014, ce n'est pas la révolution qui est au pouvoir, c'est le retour de toute la machine de la contre-révolution qui s'est installée, une vraie restauration. D'ailleurs, certains pensent, et moi je le pense aussi, qu'elle n'a jamais quitté le pouvoir, la contre-révolution. Il y a eu peut-être la tête du pouvoir qui est tombée, mais toute l'armature du régime, de l'ancien régime, est restée intacte. Et justement, Saïd Jendoubi, au sujet de la contre-révolution, beaucoup d'observateurs, des observateurs et d'autres de tous les camps, parlent d'influence politique de pays étrangers, voire même d'une rivalité entre blocs internationaux contre d'autres par l'intermédiaire de pays qui sont dans une telle situation, comme la Tunisie. Qu'en est-il vraiment? Ces forces étrangères à la Tunisie ont-elles été décisives
dans les événements que nous vivons ou ne sont-elles qu'une force d'appoint dans une situation qui aurait évolué de toutes les façons vers cette même source, malgré les facteurs exogènes? En fait, en étudiant l'histoire, et je suis moi-même de formation historienne, en étudiant l'histoire des révolutions, la contre-révolution est un phénomène complexe et composé d'éléments internes et d'éléments externes. Toute révolution a des ennemis à l'intérieur du pays et des ennemis qui essaient de l'encercler de l'extérieur. Ça, c'est un phénomène tout à fait naturel et la contre-révolution, elle est dans son rôle. Elle n'est pas, on ne peut pas lui reprocher d'essayer d'éterniser et de maintenir les équilibres des anciens régimes. Une révolution est faite pour rompre cet équilibre, justement, et chose qui n'a pas été faite en Tunisie. Selon moi, la révolution n'a jamais gouverné, y compris avec tout le respect que je dois à M. Marzouki. La Troïka 2011, qui est arrivée aux élections de 2011, ne représentait pas la révolution, elle représentait des forces réformatrice. Eh bien justement, pour ce qui est de l'UGTT, le puissant syndicat tunisien qui a une très forte influence sur les équilibres politiques, quelle est son attitude en ce moment sur ce qui se passe? En ce moment, alors il y a eu une rencontre ce matin entre le chef du syndicat, le président de l'UJTT, avec le président de la République, et ils ont publié un communiqué par la suite qui est assez ambigu, qui est avec le coup d'État, mais en mettant des garde-fous. Et ça, c'est une position ambiguë. L'UGTT, à mon sens, a été aussi une force importante qui a joué contre la révolution, malheureusement. Durant toute la période, elle a joué le rôle d'un parti politique, une vraie force de parti politique, et elle a contribué aux différents blocages. Elle a contribué, je ne dis pas que c'est la seule qui a créé des blocages, parce qu'il y a eu des blocages. Et la situation actuelle en Tunisie, alors les gens sont partagés. Il y a des gens qui sont des démocrates qui, par principe, ils sont contre la notion de coup d'État. Et ce qui s'est passé est un véritable coup d'État. Personne ne peut le contester. C'est-à-dire, on n'est pas dans la Constitution. On est loin, très loin de la Constitution. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais tous les constitutionnalistes sont d'accord sur le fait que le président, soit il est en dehors de la Constitution, soit il a fait une lecture très tirée par les cheveux de cette Constitution pour prendre ses décisions qui n'ont rien à voir avec ce qu'évoque l'article 80. Saïd Jendoubi, merci infiniment pour tout cet éclairage, pour ces précisions très utiles à la compréhension de ce qui se passe, en espérant vous revoir bientôt et en espérant que ça se passera bien pour la Tunisie. Et merci encore. Karim Younsi, avant de donner la parole à nos autres... Le Karim. Karim, c'est mignon. Oui, je voudrais être Karim. Bon. Je vous ai vu opiner de la tête quand Saïd Jendoubi s'exprimait. Vous sembliez tout à fait d'accord avec lui. Globalement, oui. Globalement, mais je ne connais pas la Constitution, à part j'ai lu certains articles, etc. Mais je ne crois pas que la justice, dans n'importe quel pays qui instaure la démocratie, ou qui est en voie d'instaurer la démocratie, d'aller vers la confusion des pouvoirs. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs dans un certain type de système. Oui. Parce que... Ça devrait l'être dans tous les types de systèmes. Pas forcément. Sinon... Pas forcément. Oui. Vous pouvez avoir une confusion entre guillemets des pouvoirs
dès lors que le peuple intervient de façon directe. C'est ce qu'on appelle la souveraineté populaire, qui élit même les juges. Et les juges deviennent quasiment inamovibles, sauf lorsque... Comme aux États-Unis, par exemple. Par exemple, dans certains États. Dans certains États. Donc, on a une sorte de confusion des pouvoirs à ce moment-là. Mais ça l'a été chez nous. Bouteflika, qui était le président du Haut Conseil à la magistrature. Par exemple, il y a... non, chez nous, confusion. Non, chez nous, il y avait plus que de la confusion. Bon, mais je ne crois pas que... dans le cas tunisien, je ne connais pas, parce qu'il y a tout un chapitre que je n'ai pas regardé de très près. Je l'ai lu, mais je n'ai pas regardé de très près. Tout un chapitre sur la justice en Tunisie. Sur le rôle de la justice, la fonction de la justice et les Nous droits. allons devoir étudier ces textes. Je vous fais confiance pour ça, vous qui... Mais dans les pays démocratiques, eu égard à la séparation des pouvoirs, la justice ne peut pas lever l'immunité d'un député. Sinon, elle intervient. D'abord les pairs. Voilà. Les pairs. Mais elle ne lève jamais. Une fois que l'Assemblée, en l'occurrence l'Assemblée des représentants du peuple, décide de lever l'immunité parlementaire d'un de ses membres, il devient justiciable. Absolument. Il devient justiciable. Il devient citoyen, entre guillemets, comme tout le monde. Ça veut dire que c'est vrai, ce n'est pas la justice de lever. Dans aucun système. Oui. On lui ouvre seulement les possibilités judiciaires. Comme le cas que vit actuellement la Tunisie, le chef, entre guillemets, de l'exécutif, parce que le président de la République est le chef de l'exécutif de sa part, avec le chef du gouvernement et d'autres... Avec une certaine limite, il n'inaugure pas les chrysanthèmes seulement, il a certains pouvoirs, mais des pouvoirs limités parce que le gouvernement n'émane pas de lui. Oui, en l'occurrence. C'est vrai, s'il n'est pas adoubé par le Parlement, il ne peut pas exercer. Absolument, il ne peut pas entrer en fonction. Voilà, absolument. Donc, le président de la République tunisienne ne peut pas lever l'immunité parlementaire, ne serait-ce que d'un seul député. Oui, sinon, il y a confusion des pouvoirs. Absolument. Alors, nous allons recevoir le docteur Siham Badi, médecin, militant des droits de l'homme, ancienne ministre. Siham Badi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité ce soir. Merci à vous. Alors, Siham Badi, d'abord votre lecture, comme ça, à chaud, de ce qui se passe. À chaud comme ça يمكن نحكي بالعربية؟ نعم بالطبع. نعم اوكي. يعني اولا ربما انا استعمل قبعة الطبيبة في الجزء الاول من الحديث لاني انا كطبيبة استغرب والبلاد تمر بهذه الازمة الصحية الغير مسبوقة والتي تجاوزت كل الارقام في المدة الأخيرة حتى اننا اصبحنا في بعض الاحيان على المستوى الافريقي والعربي في صدارة الارقام الوفيات والحالة اللي عاشتها المستشفيات في المدة الأخيرة يعني ليس لها مثيل. أستغرب وأحمل مسؤولية كل الأرواح التي ستزهق في المدة القادمة من جراء هذه الفوضى التي تعيشها البلاد وهذه الحالة من الازدحام ومن التجمهر ومن الخروج إلى الشوارع بهذا الشكل، سواء كان تعبيرا على الفرحة أو تنديدا بهذا الخيار. في كلا الحالتين نعرض أرواح كثيرة للخطر، ومسؤوليتي أولا كطبيبة أحذر وأدق جرس الخطر وأقول أنه ليس الوقت الآن لمثل هذه الزج بالبلاد إلى المجهول، وقت اللي البلاد تحتاج منا إلى تضافر كل الجهود وإلى نبذ الخلافات السياسية ووضعها على جنب من أجل إنقاذ الأرواح التي نخسرها كل يوم الآن بالعشرات إن لم أقل بالمئات. هذا الجزء الأول. يعني أذكر أنه وقع إقالة وزير الصحة أخيرا في تونس فقط لأنه كانت هناك بعض الازدحام في بعض مراكز التلقيح في يوم العيد، وبالتالي تسبب ذلك في تنحيته وإزالته من مهامه، فما بالك اليوم يعني بما يحدث وما نراه في شوارع تونس للأسف. هذا يعني في بداية الحديث. بالطبع ما يحدث اليوم هو يفوق كل التوقعات، يعني الأطياف السياسية بأنواعها والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها وبقربها أو بعدها عن الخط الثوري
إلى حد ما اختلفنا، ولكن كان هناك شيئا من الرصانة التي لم نرها اليوم في الرئاسة. ماذا أعني بذلك؟ أعني بأن الرئيس في العديد من المرات كان عطل نوعا ما سير الدولة، لم يرد تزكية الوزراء الجدد في حكومة المشيشي، لم يوقع بإمضائه على المحكمة الدستورية لأجل انتخابها في المدة الأخيرة، والكثير من المرافق نظرا لاختلافه مع رئيس مجلس النواب ومع رئيس الحكومة تعطلت أيضا الكثير من دواليب الدولة. كان أيضا من حق البرلمان لو أراد بالطرق القانونية والدستورية إزاحة أيضا رئيس الدولة وتنحيته وإعفائه من مهامه بموجب الدستور، ولكن ذلك لم يقع، لأن الديمقراطيين يؤمنون بأن ما يأتي بالصندوق لا يمكن أن يرحل إلا بالصندوق، وخيار الشعب نحترمه حتى لو اتضح فيما بعد أنه لم يكن صائبا، ولكن الشعب اختار نوابه، اختار الرئيس بأغلبية مريحة، فلنا أن نحترم ذلك. ثم أردت أيضا مسألة أراها هامة. من المسؤول على الفشل التي تعيشه البلاد اليوم؟ من الذي اختار حكومة الرئيس في المدة الأولى وجاءنا بالفخفاخ اللي هو كان خيار الرئيس، حين طلب من رئيس الدولة أن يعين الشخصية الأكثر كفاءة لتحمل مسؤولية إدارة الحكومة؟ كانت حكومة الرئيس الأولى، ولكنه بعد مدة أجبر السيد الفخفاخ رئيس الحكومة الأولى على الاستقالة نظرا أيضا للعديد من المشاكل. ثم بعد ذلك من الذي جاء بالبشيشي الذي اليوم يقال من مهامه ونقول يعني أنه فاشل وأنه هو المتسبب فيما وصلت إليه الآن؟ هو أيضا حكومة الرئيس، وهو أيضا من خيار الرئيس، وحكومته صدق عليها وأمضى عليها رئيس الجمهورية. إذن يعني اليوم هذا المتسبب أيضا في جزء من الفشل وجزء مما وصلت إليه البلاد اليوم من أزمة لا نرى منه في ظل الأوضاع الراهنة إلا مزيد تعميق الأزمة بما فاجأنا به اليوم من خرق واضح للدستور أدانته الكثير من القوى الديمقراطية في الداخل والخارج، والكثير ممن هم أعلم منا بالدستور وتأويلاته وخباياه، وعندهم نظرة ربما أكثر مني في هذا الباع. دكتور سهام بادي، يعني الرئيس يعني توصل يطلب من الجيش أنه يسير الأزمة الصحية من جهة، ثم من بعد إلحاق للجيش باش يدخل في الشؤون السياسية بصفة تقريبا مركزية. يعني هذا الشيء ما يعنيش يعني باللي الجيش التونسي لحد الآن ما تدخلش في الشؤون السياسية بصفة يعني صريحة ومباشرة. اليوم يا هل ترى ماناش نحلوا ما تحلوش الباب، ما تفتحتلوش الابواب باش غدوه يتداخل مباشره في التسيير السياسي للبلاد؟ يعني هو الرئيس ففتأ يذكر في كل مناسبة أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنه قائد الأعلى لقوى البر والجو والبحر. رئيسنا صحيح أنه ليس له حزام سياسي وليست له تجربة سياسية، هو مدرس في الجامعة لمادة القانون الدستوري، نعم، ولكن ما نراه من تخبط عشوائي أيضا ومن ضبابية وعدم وضوح رؤية أو برنامج أو خارطة طريق أو استراتيجية واضحة أو حلول. أنا لم أستمع منه إلى حلول للأزمة لا السياسية ولا الاقتصادية ولا الصحية الموجودة الآن منذ عامين. كل ما أستمع إليه هي خطابات حادة، هي خطابات تفرق بين التونسيين، هي خطابات فيها وعيد وتهديد الذي انتهى في آخر الأمر إلى الذهاب فيه عمليا. وباعتبار صلوحياته مع الجيش استعمل هذه الصلوحيات لأن يجعل من جيشنا المحايد
جيشنا الغير سياسي، جيشنا الذي لا يحمي شخص بعينه أو رئيس بعينه، بل يحمي الدستور، يحمي القانون، يحمي خيارات الشعب ويحمي الشعب. ربما أتمنى أن لا يجعل منه طيعا لهواء هذا أو ذاك، وأن لا يقع الزج به في مثل هذه الخلافات السياسية الراهنة. أنا حقيقة برغم كل ما يقع يبقى عندي شيئا ما من الأمل في أنه هناك يقظة ضمير، وأنه أن تكون هناك شيئا ما من مراجعة النفس، ومن تغليب مصلحة البلاد، ومن حماية أرواح الناس التي كما قلت كل يوم لنا عدد وفيات في ازدياد. أن تقع لحظة استعادة الضمير واليقظة، ربما لفتح حوار ولوجود حلول التي لا يمكن أن تكون إلا داخل الدستور وداخل المؤسسات، وعلى مائدة حوار هادئ بعيد على التشنج وبعيد على الحسابات السياسية الضيقة والمشاحنات راها. Docteur Siham Badi, shukran laki, barakallahu fik. J'espère vous revoir dans d'autres émissions pour parler de la Tunisie, pour essayer d'éclairer un peu la vision des autres maghrébins, algériens, marocains, libyens, mauritaniens, sur ce qui se passe en Tunisie. Barakallahu fik, au plaisir de vous revoir. Brahim Younsi, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Madame la ministre Là aussi, il y a une partie, la première partie avec laquelle je suis d'accord, tout en disant qu'il s'agit quasiment d'un coup d'État. Elle n'a pas prononcé le mot, mais elle dit qu'il s'agirait d'un coup d'État. Mais après, elle fait assumer la responsabilité à la Chambre des représentants du peuple, qui ont récusé le gouvernement. Oui. Or, je ne crois pas que ce soit la raison qui a motivé les décisions ou la décision qu'a pris le président de la République tunisienne. Il est vrai que l'article 99 donne le droit au président de la République tunisienne de dissoudre l'Assemblée si il refuse d'investir le chef du gouvernement désigné par lui. Mais ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas le cas. Donc la seule raison ce n'est pas le cas. Ne s'est pas présentée. Voilà. Ouais. Or, il me semble, et c'est ce qu'elle ne dit pas, c'est que, elle le dit d'une certaine manière, c'est que cette décision du président de la République tunisienne est une véritable dérive, une grave dérive, et une dérive qui peut conduire à une situation incontrôlable. D'autant plus que, Brahim, si je me permets de vous interrompre, je vous en prie. Que même du temps de Bourguiba, tout a été fait pour laisser l'armée de côté, pour la marginaliser, la tenir loin de la décision politique. Tout à fait. Du temps de Ben Ali aussi, qui a recouru plus à la police, au service de sécurité qu'à l'armée. On disait d'ailleurs... Et pendant la révolution de Jasmin, l'armée a su rester à distance. Oui. Or maintenant, c'est le président lui-même qui l'implique, en commençant par l'impliquer dans la crise sanitaire, ce qui aurait été à la limite compréhensible, mais là, en l'impliquant directement dans la vie politique, dans une prise de décision qui, pour beaucoup, est un coup d'État. Oui, mais c'est la raison pour laquelle cela peut conduire à une situation incontrôlable. L'armée ne serait pas tentée de prendre le pouvoir, du coup jusqu'à maintenant. Puisqu'elle a toute la force, elle a tout ce qu'il faut, et il semble qu'il y ait des forces étrangères derrière. Voilà. Tout à fait. Et qui serait plutôt du genre réactionnaire, tout à fait. Contre-révolutionnaire, contre ce qui s'est passé en Tunisie, etc. C'est la raison pour laquelle je dis que cette situation-là peut être incontrôlable à un moment ou à un autre. À la fois dans le pays qui, à l'évidence, qu'on le veuille ou non, en situation d'instabilité, et du point de vue régional, qui est également géopolitique, qui est également dans une situation d'instabilité. Non seulement d'instabilité, mais de menaces de guerre régionale et d'effervescence populaire. Partout, les peuples se soulèvent contre les pouvoirs centraux. Partout. Mais cette attitude de Saïd, du président Kais Saïd,
ce ne serait pas par rapport à ceux censés le soutenir de l'extérieur, hein, censés. On reste dans le conditionnel. Est-ce que ce ne serait pas un peu le mariage du lièvre et de la carpe? Un saïd dont on connaît un peu le progressisme, l'engagement, qui se mettrait avec les Émirats, qui se mettrait avec Sisi, ça ne semble pas un peu contradictoire? C'est très contradictoire. Qu'est-ce qui a été promis? Derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a cette pandémie qui fait, comme chez nous d'ailleurs, oui, des ravages en Tunisie. Elle n'est pas encore maîtrisée. Je le souhaite qu'elle le soit. Et d'autre part, il y a des... Et je crois que Marzouki l'a dit tout à l'heure, et je crois qu'il y a aussi des problèmes socio-économiques extrêmement très graves, qui peuvent effectivement donner lieu à un coup d'État, qu'ils viennent de l'armée ou de l'extérieur. Parce qu'il y a en effet des causes endogènes, il ne faut pas le nier, oui, il y a aussi des causes exogènes. Absolument. Alors, nous allons accueillir Mes'oud Ramdani, membre du bureau exécutif des réseaux Euromed Droit. Mes'oud Ramdani, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous aussi. Merci. Vous êtes, je le rappelle, citoyen tunisien. Oui. Mes'oud Ramdani, quel est votre, votre avis sur ce qui est en train de se passer, vos lectures? Ben, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'il faut tenir en considération. La première, c'est que la situation politique, on vivait dans une impasse depuis longtemps, politique, mais dans une situation économique catastrophique. Même chose, idem pour la situation sanitaire, mais c'est-à-dire on savait pas où ça va mener, cette situation. Maintenant, on le sait, il y a un coup d'État constitutionnel de fait, c'est-à-dire qu'il y a une lecture exagérée de la Constitution, de l'article 80, de la part du président. Donc, il y a aussi cette... C'est pourtant un spécialiste du droit constitutionnel et il l'enseigne, oui, à l'université. Eh ben, on peut être tous là, mais on peut en même temps, quand il s'agit de vouloir résoudre un problème à sa façon, de transgresser, de violer ces articles et tout ça. Donc, on a chaque fois qu'on a un problème, vous avez tous ces professeurs et toutes ces professeurs de droit constitutionnel qui vous donnent des versions différentes. De toute façon, ce qui est sûr, pour moi, c'est-à-dire j'ai lu en tant qu'activiste, en tant que militant de droits de l'homme et tout ça, il y a vraiment une lecture exagérée de cet article. Et deuxième chose, c'est-à-dire on ne sait pas où est-ce que ça va mener. Justement, en recourant, j'allais dire, au service de l'armée pour passer en force et imposer ce choix, j'allais dire, pour rester poli, est-ce que le président tunisien n'ouvre pas la porte à l'armée, une porte qui lui a toujours été fermée jusque-là par tous les présidents qui se sont succédés à la tête de la Tunisie? Est-ce qu'aujourd'hui, en invitant le loup dans la bergerie, le président tunisien ne risque-t-il pas d'ouvrir la porte à quelque chose d'autre, autrement plus dangereux? Mais écoutez, c'est-à-dire que l'armée tunisienne, par tradition, depuis l'époque de Bourguiba, c'est une armée vraiment qui sait son travail, ses besoins et tout ce qu'il fait. Donc, il n'intervient jamais dans la politique. La seule fois qu'il est intervenu, c'est-à-dire quand Habib Bourguiba a nommé Zine Labidine Ben Ali en tant que ministre de l'Intérieur et Premier ministre, et le résultat, vous le connaissez. En 2011, durant la Révolution, c'est l'armée qui a assuré, donc il a été très important l'armée, souvenons-nous de ça, c'est-à-dire premièrement parce qu'elle n'a pas intervenu durant la Révolution, donc s'il avait intervenu, ça serait vraiment une catastrophe et donc rien n'aurait réussi.
Et deuxièmement, après la révolution, c'est-à-dire il a assuré la fonction publique et tout ça. Maintenant, la situation actuelle, c'est-à-dire que quand l'armée parle, vous dit qu'ils obéissent au chef qui est le président, c'est-à-dire c'est lui le chef des armées et tout ça. Donc, j'espère que l'armée n'intervienne pas après, mais c'est un pas vraiment pour moi dangereux et je suis d'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Ramdani. Au plaisir de vous retrouver parmi nous. Brahim Younsi, cette histoire d'armée, c'est quand même incroyable, ça interpelle vraiment. Voilà un pays, pour une fois, maghrébin, musulman, le seul parmi tous les pays du monde arabe et musulman, ou dit arabe et musulman, où l'armée n'a vraiment jamais joué un rôle politique clair, direct, et là où c'est le président lui-même qui va aller la chercher alors qu'elle était seule dans son petit coin, tranquille, qui a su ne pas intervenir, y compris lors du déclenchement de la révolution du jasmin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il a été à ce point acculé à ce seul choix ou à votre avis? Non, il avait d'autres choix. Bon, c'est la contrainte. Vous savez, il y a un juriste anglais, grand juriste anglais, qui s'appelle Hart, qui avait parlé de l'ordre du bandit. Et certaines règles juridiques, la contrainte juridique, fait que ça ne diffère pas de l'ordre du bandit. Parce qu'elle vous force à faire les choses. On a forcé, alors que le droit, ou que le président de la République tunisienne n'a pas ce droit, en tout cas au moment où il le fait, ne dispose pas de ce droit, néanmoins, il dissout l'Assemblée nationale, enfin la Chambre des représentants du peuple, oui, alors qu'il n'en a pas le droit dans ce cas-là. C'est donc un coup de force. Les Tunisiens le disent. Oui, exact. Quasiment tous les Tunisiens. Jusqu'à présent, tous les Tunisiens, de toutes les obédiences, de toutes les sensibilités. Et sur la question de l'armée, oui, cela me rappelle ce proverbe qui dit que les pêcheurs islandais ont pêché une vache. Et c'est ce qu'a fait le président de la République tunisienne. C'est comme les Islandais, il a pêché une vache. Il est allé la chercher là où on n'est vraiment pas censé être. Absolument. Hein, tout à fait. C'est là où la dérive, ce pays risque une dérive, et une dérive grave, qui peut embraser l'ensemble de la région. Jusqu'à maintenant, nous tous regardions la Tunisie comme un modèle. Oui. Nous le citions comme un modèle. Particulièrement les peuples, oui, et particulièrement les régimes qui y voient une menace. Jusque-là, qui n'avait pas été totalement neutralisée, mais comme nous le disent nos invités, une révolution qui a fini par, j'allais dire, se dissiper face à une féroce contre-révolution. Absolument. Et c'est ce qui est en train de se passer dans tous les pays arabes qui ont connu le printemps des peuples. Oui. Exactement. Oui. D'ailleurs, beaucoup de gens disent aujourd'hui, ce n'est pas le printemps des peuples, c'est l'hiver boueux des peuples. Mais malheureusement, on en est arrivé à considérer une si belle révolution comme un hiver boueux. Qu'il y ait un conflit, que cela ouvre ou rouvre un conflit idéologique. Entre Tunisiens ? Oui. Et même plus généralement, le retour du conflit idéologique, oui, qui peut lui aussi dériver. Absolument. Et parce que le conflit idéologique, par définition, éclate les élites. Et j'ai l'impression, c'est juste une impression parce que j'ai lu certaines choses, entre intellectuels, les intellectuels tunisiens, il y a un éclatement des élites tunisiennes aujourd'hui et on le sent. Au point où certains
quasiment anti-islamistes Exactement. sont en train de dire c'est un coup d'État, alors que c'est contre les islamistes de Nahda. Absolument, absolument. C'est peut-être une bonne chose, à la limite. Bien sûr, mais il y en a d'autres qui disent le contraire. Il faut aussi voir l'environnement et bien entendu ce dont on a parlé tout à l'heure, l'étranger, qui doivent bien entendu pousser à ce que les élites tunisiennes soutiennent le président de la République. Parce que la Chambre des représentants du peuple est une chambre, entre guillemets, islamiste. Alors, nous allons justement en faire la dernière question de notre tour de micro dans un petit moment. Est-ce que ce coup d'État risque de diviser le peuple tunisien d'un côté, mais aussi de devenir une source de perturbation politique au niveau de tout le Maghreb? Nous allons conclure avec ça. Nous allons voir d'abord quelques images de l'armée tunisienne. Mais là, il y a réellement des populations qui sont dans la rue à soutenir le coup d'État. Oui. Et certains disent que les pro-Saïd sont en train de mobiliser les masses pour faire manifester en leur faveur et que les pro-Rennouchi ou pro-Nahda sont en train de faire le contraire, ce qui expliquerait des manifestations pour ou contre. Et c'est ça l'éclatement de la société et des élites. Ça peut devenir dangereux. Et ce qui pose, à mon sens, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, quel type de société veulent les Tunisiens pour ne rester que dans le cadre de la Tunisie? Quel type de société veulent-ils? Est-ce qu'ils veulent une société des libertés ou une société de l'ordre? Quand on voit ces images, j'ai l'impression qu'ils veulent une société d'ordre. Parce qu'ils ont été longtemps habitués à une société très autoritaire, très mafiocratique, mais qui était dans l'ordre, dans la discipline, dans le civisme. C'est dommage parce que en 2011, on a ouvert une société des libertés. Oui. Et les institutions que la Tunisie s'est données, et Merzouki en a parlé tout à l'heure, c'est même la Constitution, quand on la lit, c'est une Constitution qui a ouvert le champ des libertés. Or aujourd'hui, si le président de la République va à l'encontre de la Constitution et des lois fondamentales que s'est donné ce pays, c'est-à-dire que nous sommes face, et je l'ai dit, à des dérives dangereuses. Et est-ce que ces dérives dangereuses et cette situation peuvent mener demain à des perturbations sur tout le Maghreb, en Algérie notamment? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Sinon, par quel biais? Comment ça pourrait... La pandémie passe d'une frontière à une autre. Ce type de désordre, effectivement, peut passer d'une communauté ou d'un pays à un autre. Passe les frontières. Et nous l'avons vu que cela passe les frontières. Et que, supposons qu'à Dieu ne plaise, que chez nous, des élites, et là aussi il y a l'éclatement des élites, alors que les élites se sont rassemblées depuis le 22 février 2019 chez nous, que les élites se mettent sur cette question-là, à soutenir les uns le coup d'État, les autres, au contraire, une société de liberté. Cela peut effectivement dériver. Alors, dernière question. La Tunisie est un petit pays, jusque-là très paisible, très apaisé, très beau pays, dont la population est connue pour sa placidité, sa gentillesse naturelle. Mais malheureusement... Si vous me permettez plus que ça encore, oui. C'est une société qui est politisée. Et la plus politisée peut-être du Maghreb. Du Maghreb, oui. Absolument. Alors, et cette société qui est politisée, qui a réussi la gageure d'une révolution magnifique, pacifique, et qui a pu chasser l'un des régimes les plus policiers du monde et de l'histoire. Comment... Sauf que ce petit pays qui n'a pas de ressources naturelles, quasiment, mais qui avait une très belle ressource qui était celle du tourisme, qui était celle de la petite et moyenne industrie, de l'industrie manufacturière, de la petite agriculture vivrière, ce pays qui se retrouve du jour au lendemain démuni de tout ce qu'il avait en fonction du désordre politique qui s'en est ensuivi, et aujourd'hui, en plus d'une grande misère économique, misère, je ne dis pas crise, en plus de la Covid qui est en train de faire des ravages,
en plus d'un déséquilibre politique au sein des institutions qui est réellement inquiétant pour la suite des événements. Comment on va faire le peuple tunisien pour se sortir de ce guêpier, de cette très difficile situation? C'est la raison pour laquelle je vais employer un mot qui est peut-être un peu sévère. C'est que, ça je l'imagine, il y a une espèce de chantage sur le gouvernement tunisien pour dire nous allons injecter des dollars chez vous, cela va apaiser la société, il y aura du travail, il y aura un développement économique et social. Mais vous faites ce qu'on vous dit. Et oui. C'est ça qui aurait poussé le président à aller dans le sens des Émirats, par exemple, et de l'Égypte? Oui, à mon avis. Je crois qu'il y a une pression considérable sur la Tunisie, d'abord en dehors de la pandémie. Parce que bon, toutes les sociétés, enfin tous les pays sont touchés par la pandémie. Ce n'est pas une raison pour les chefs d'entreprise, notamment français, de retourner en Tunisie ou de ne pas retourner en Tunisie à cause de la pandémie. Mais le problème, c'est que les délocalisations, les entreprises qui étaient implantées en Tunisie se sont relocalisées ou sont allées ailleurs. Oui. Ailleurs. Et ça aussi, c'est une espèce de chantage ou de punition. Si vous voulez que nous revenions chez vous, je le suppose, nous revenions chez vous, installer ou réinstaller nos entreprises chez vous, produire chez vous, il faut que le régime change. Et ces sociétés qui avaient prospéré au moment de Ben Ali, parce que l'autoritarisme a ses bons côtés pour ces gens-là. Et bien sûr, c'est l'ordre. Ouais. Voilà, c'est l'ordre. Est-ce qu'on n'est pas en train de choisir de nouveau la société de l'ordre au détriment de la République et des libertés? Voilà, des libertés publiques. Merci Ibrahim Younsi, merci Mansouf Marzouki, merci Saïd Jendoubi, merci Siham Badi, merci Masoud Ramdani. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Nous souhaitons le meilleur pour la Tunisie, pour le peuple tunisien qui reste, pour le peuple algérien et pour tous les peuples de la région, un phare et un exemple. Et nous lui souhaitons de trouver tout le bonheur avec cet esprit placide que nous lui connaissons et que nous admirons. Merci beaucoup.